Alors, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne journée au flip? Oui. On n'entend rien. Alors, bienvenue sur cette conférence qui peut paraître un peu bizarre, et si on jouait au travail. Donc, merci d'être venu et d'avoir consacré un petit peu de temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se présente, mais qu'on se présente un petit peu différemment. Et du coup, je vais laisser mon acolyte vous parler d'une constellation. Waouh! Bonsoir. Alors, on va essayer d'utiliser le peu d'énergie qui doit vous rester après une grosse journée passée à jouer. C'est un peu ce qui se passe en entreprise. Quand on démarre une séance de travail, des fois, on n'a pas trop d'énergie. Et il en faut quand même. Alors, on vous invite, si vous voulez bien, à venir nous rejoindre sur scène. Comme ça, on se sentira moins seul, nous. Venez, venez. Alors, le principe de la constellation, c'est d'essayer... Oui, venez si vous voulez. Non? Comme vous voulez. Le principe, c'est d'essayer de faire un peu plus ample connaissance plutôt que de dire juste, comme on peut le faire des fois en entreprise, voilà, je m'appelle machin, mon grade, c'est truc, et ma carte de visite, c'est d'être responsable avec tous les acronymes qu'on comprend jamais. En fait, on ne sait pas qui sont les autres. Alors, comment ça marche une constellation? On va définir un point qui est le centre, ici, là. Voilà. Kervin, est-ce que tu veux bien faire le centre? Ah bah oui, voilà, le centre de notre référentiel. Et on va essayer de se mettre le plus proche du centre si on vient au flip depuis très longtemps. Donc pour ceux qui connaissent très bien le flip vont s'avancer, et ceux qui viennent pour la toute première fois vont s'écarter. Et on fait des cercles comme ça, concentriques. Alors n'ayez pas peur. On est où là? Ça fait combien de fois pour vous? Moi, depuis la naissance du festival. On est au centre du centre, quoi. Alors là, on a du 5. Là-bas, on avait du 3. Là, on a depuis le tout premier. Ouais, faut s'installer au milieu, là. Alors, qui est notre corman? Depuis le début, oui, 34 ans. Qui dit mieux? Idem, mais je m'en souviens pas, j'étais trop petite. Ça, c'est fait. Merci. Oui, alors, comment vous avez fait pour vous classer, là? Qu'est-ce que vous avez dû faire? Ah ouais, voilà. Première clé. Ouais. On a dialogué, forcément. Alors ça, c'est un truc qu'on fait en entreprise pour apprendre à se connaître. On le fait sur une autre question. Au centre, ça va être les amateurs de chocolat. Les vrais. Alors le vrai chocolat. Hein. Chocolat noir, quoi, à 80%. De vrai chocolat. Okay. Alors il y a des thématiques comme ça qui sont un peu regroupantes, quoi. Et puis après, on a qui est amateur de bière. Alors des fois, ça s'inverse. Hein. Quel type de bière? Plutôt ambré. D'accord. Tout ce qui est bien parfumé. Il a reculé. C'est quoi? Ok. Ah ouais, il y a tous les jours. C'est moins dangereux. Non, je ne sais pas. On peut faire un autre... essayer de se donner un autre point de classement d'organisation. On va essayer de reconstituer la carte de où on vient, en fait. Alors voilà, là, ça se complique. Hein. Donc ici, effectivement, c'est là, cet endroit précisément. Et puis, après, on s'organise. Alors, c'est parti, je vous observe. Alors, peut-être pour vous aider, d'où viens-tu? Perpignan. Perpignan. Il faut aller de l'autre côté, parce
Alors, on est où ici? À côté On est où? d'Aix-en-Provence. Moi, je suis en région parisienne. Donc on a la région parisienne ici. De Rennes. Rennes. Donc là on a Rennes, là on a Paris. Quelle région? Normandie. Là où- Normandie. Paris. Paris. Donc, Bourges. Ouais. Alors, Partenay, c'est d'accord. ici. quelle On est au région? centre. Seine-et-Marne. Seine-Saint-Denis. D'accord. Donc on a Paris par là. Hein. Ok. Donc là il y a Rennes. Ouais, Rennes est là. Alors vous êtes un peu dans les coulisses, ouais, peut-être. Hein, ouais, c'est ça. Ok, alors là, bravo parce que vous avez dû trouver un référentiel commun, donc c'est bien. Non seulement vous avez fait connaissance, et en plus vous vous êtes mis d'accord sur où est le Nord, et c'est pas toujours si facile en entreprise. Le jeu nous aide à ça, entre autres. Alors il y a des gens qui viennent de Cannes, peut-être, ouais, je ne sais pas. Ah, il me semble qu'il y avait Perpignan, j'ai entendu parler. Non, c'est pas moi. Vous étiez d'où? Millau. Millau, ouais. Ok. C'est bon? Ok, merci d'avoir joué le jeu. Vous êtes parlé, on s'est parlé, on se connaît un tout petit peu. Et pas beaucoup encore, hein, mais on vient de commencer. Maintenant que vous étiez bien ici, on vous propose de retourner bien vous installer par là-bas. Merci d'avoir joué le jeu. Alors tu peux peut-être nous parler, Perrine, de ce qu'on a fait. Comment s'appelle cet exercice? Alors, donc ce qu'on vient de faire, ça s'appelle effectivement, j'ai entendu quelqu'un le dire, un icebreaker. Donc l'icebreaker, c'est une technique de jeu, un brise-glace, qu'on utilise, comme son nom l'indique, pour briser la glace entre les participants. Quand on va démarrer une séance de travail, on ne se connaît pas forcément encore, ou on se connaît sous une certaine forme, une certaine étiquette. L'idée là, c'est de se positionner tout de suite dans un ton un peu différent et d'essayer de faire un peu plus ample connaissance de manière plutôt agréable. C'est ça l'idée. Merci. Donc ce qu'on vous propose comme déroulé pour la soirée, mais ça peut changer puisque le but du jeu c'est qu'on passe tous un bon moment, c'est une espèce de table ronde interactive où on va passer en revue ces quelques questions, puis bien sûr d'autres qui émergeront dans la soirée, hein, puisque tout est possible. Et du coup, on va commencer aussi par se présenter. Donc, je m'appelle Kervin, je viens de Nantes. Mon métier, c'est facilitateur. Donc, vous voyez, c'est tout de suite moins sexy que le jeu de la constellation qu'on a fait tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle Sacha Lopez. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, entouré de joueurs invertébrés. Je suis le cofondateur du WorkLab, qui est un cabinet de conseil et de formation spécialisé dans le collaboratif et les nouvelles façons de travailler. Voilà. Et Perrine, moi je viens de La Roche-sur-Yon, Nantes avant, Lille encore avant, voilà. Donc des fois j'ai un accent ch'ti qui revient, faut m'en excuser. Je suis aussi facilitatrice, je suis coach agile. Donc globalement, mon quotidien, c'est d'aider les équipes à réussir à mieux travailler ensemble avec plus de plaisir, plus d'énergie et plus d'efficacité. Voilà. Alors, la première question qu'on a identifiée, c'est pourquoi le jeu au travail? Alors, on a tous des avis un petit peu différents dessus. Ce que j'aime dans le jeu au travail, ça va être justement d'amener un petit peu de changement. Dans toutes les entreprises, on dit non mais il faut qu'on change, faut qu'on fasse, faut qu'on progresse sur telle chose. Mais si on continue à faire tout le temps la même chose, peu de chances qu'on ait des résultats différents. Donc le jeu, c'est un moyen de surprendre et puis d'expliquer oui, il va se passer quelque chose, oui, ça va être différent. Donc voilà, pourquoi le jeu au travail? Ça, c'est ma vision. Et donc on va partager notre vision. Alors, si on parle de jeu, moi je vais peut-être pas vous l'apprendre, mais le jeu, c'est quand même pas si anodin que ça. Le jeu, c'est quand même un mécanisme à la base, un mécanisme de survie.
tous les mammifères jouent pour apprendre. Le petit lion, il joue pour apprendre à se défendre. La petite fouine, elle joue pour apprendre à chasser. Et quelque part, c'est quelque chose d'assez vital. Si on interdit à quelqu'un de jouer, il va mourir, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que notre cerveau sécrète de la dopamine quand on joue. C'est une hormone qui va nous inciter à le faire parce que c'est finalement un moyen d'apprentissage qui est hyper intéressant. C'est même pour ça que des fois, il y a même de la dépendance au jeu, puisqu'il y a cet aspect de dopamine qui peut rentrer en ligne de mire. Et donc le jeu, c'est un super levier dans le monde de l'entreprise pour ramener la notion de plaisir, je trouve. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est hyper important. On a souvent tendance à confondre mérite et souffrance. C'est-à-dire que on se dit que si on souffre vraiment, forcément, on a quelque chose à plus de valeur. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est une fausse idée. Il faut se l'enlever de la tête. C'est pas parce qu'on va passer une journée à se faire chier en réunion qu'on va avoir un résultat de meilleure qualité que 2 heures à se marrer. En fait, c'est pas lié. Des gens qui sont là-dedans, hein, des fois un peu le côté militaire, il faut souffrir, mais non, c'est pas obligé en fait. Hein. On peut très bien prendre du plaisir et réussir à faire des choses hyper intéressantes. Et le jeu, c'est une façon de ramener ce levier-là dans le monde de l'entreprise. Alors avec des pincettes, parce que le monde de l'entreprise, c'est voilà, faut y aller mollo quand même sur le destroy, mais on commence gentiment à injecter un petit peu de ludique là-dedans. Pourquoi le jeu en entreprise? Pour moi, je suis d'accord avec ces 2 aspects-là. Et moi, ce que j'aime, c'est aussi le côté émotion qui est généré par le jeu, le fait qu'on ressent de l'émotion quand on joue et que ce qui nous surprend et nous crée de l'émotion, on s'en souvient en fait, ça nous marque, ça crée quelque chose de durable et donc quelque chose qui va être marquant. Et l'autre point, c'est aussi qu'on est, je trouve, plus authentique lorsqu'on joue. On enlève un peu ce côté raisonnable en lien avec les étiquettes qu'on a sur nos postes et qui nous empêche parfois d'être dans la spontanéité et dans l'authenticité. Avec le jeu, on va peut-être réussir à provoquer un peu plus le fait de revenir à notre authenticité et du coup à enlever un peu nos costumes que l'on se construit en fonction de nos postes et de nos responsabilités. Alors maintenant, voilà, on a fait quelque chose de très descendant, donc on veut que ce soit interactif. Donc je vous propose un petit exercice. C'est à vous. Voilà. Et donc maintenant, pour vous, pourquoi le jeu au travail? Alors vous avez le droit de rejeter la balle à quelqu'un d'autre si vous n'avez pas envie de répondre. Alors pour vous, pourquoi le jeu au travail? Alors pour tout ce que vous venez de dire, ça me paraît essentiel. Effectivement, on est là pour travailler, pour donner du résultat. Et le résultat, il n'est pas à l'échelle de la souffrance de l'action menée. Ouais. Et pour avoir testé, ça marche. Je relance ? Alors si vous voulez relancer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une balle? Sinon, vous la rejetez. Hop. Alors, soit vous voulez répondre, soit vous rejetez la balle. Bon. Ouais, moi je me demande pourquoi le jeu au travail s'est assimilé au jeu en entreprise. Le travail, c'est bien plus large et vaste que ce qu'on appelle le milieu de l'entreprise. Et bon, moi j'ai une vision assez critique justement de cette démarche de ludification de l'entreprise avec un imaginaire de ressources humaines, de valorisation du capital humain à des fins de productivité et d'efficacité. Et en 3 mots, c'est pas une critique qui se brosse en 3 mots, quoi. C'est quelque chose qui mérite d'être un peu affiné et ça émane d'une perspective un peu plus large du monde dans lequel on vit. Mais je pense que il n'y a pas que des aspects positifs et enthousiasmants à cette idée que ludifier l'entreprise, ça va faire que le monde il va être meilleur et tout le monde y sera gentil, quoi. Voilà, on va pouvoir en causer. Merci. Un autre avis, une autre balle? Donc du coup, travail, déjà, je pense qu'on parle plutôt de l'emploi. Et du coup,
moi, en fait, c'est tout le sens du mot travail. Déjà, quand je me pose la question, quand je vois cette question-là, c'est en fait, qu'est-ce que le travail? Moi, j'ai tendance à me dire que le jeu le travail, ça peut être un effort, Et quand je joue aussi, je fais un effort. Donc, je peux assimiler, jouer et travailler. C'est la même chose. On a parlé pour apprendre. Voilà. Donc, pourquoi le jeu au travail? Parce que je pense qu'il faut vraiment définir ce qu'on met derrière le mot travail. Et là, dans ce sens-là, je pense que c'est l'emploi, mais est-ce que c'est vraiment de ça qu'on parle? Merci. Un dernier, peut-être? Alors tiens, moi je peux réagir juste. Effectivement, travail, à la base, ça vient du mot tripalium, qui est l'instrument de torture sur lequel on venait accrocher les chrétiens pendant l'Empire romain. Donc effectivement, d'entrée de jeu, travail et jeu, c'est pas forcément des notions qui spontanément sont compatibles. Je suis d'accord. En fait, j'ai plein d'idées, mais je ne sais pas comment les formuler, mais en fait, voilà. En gros, pourquoi le jeu au travail? Il y a un aspect intéressant avec le jeu au travail, dans le sens où le travail va demander à développer des acquis ou des compétences ou quelque chose qu'on a au fond de nous. Et justement, le jeu permet parfois de débloquer ces choses-là. Par ailleurs, pour avoir joué dans des travaux qui étaient pas intéressants ou très rébarbatifs, je dirais que le jeu a permis, d'une certaine façon, d'avoir une certaine cohésion au sein d'une équipe de travail, d'ouvrir des portes, de se connaître autrement. Je me souviens avoir fait des soirées-jeux par la suite avec des collègues de boulot que, de prime abord, ces personnes-là ne m'intéressaient pas ou je ne les intéressais pas. Et effectivement, ça permet de casser des barrières, comme vous l'avez dit également. Il me semble avoir vu que dans d'autres pays, des expériences ont montré que justement le jeu, l'expérience d'apporter des instants de jeu dans des entreprises permettait d'augmenter la productivité, même si le terme de productivité peut être repoussant. Mais effectivement, il y a aussi la notion de bien-être. Effectivement, dans une société, à partir du moment où les gens sont en bien-être en dehors du travail et sur le lieu du travail, la société ne peut qu'avancer dans le bon sens. Voilà. Donc, effectivement, le jeu au travail, alors peut-être on peut différencier de deux choses. Ce dont on va parler, notre boulot de facilitateur, de coach, etc., c'est de faire les choses différemment, des réunions différentes, des ateliers différents. Et puis, il y a tout le côté un petit peu bonheur au travail, où on met des baby-foot dans les entreprises, etc. Donc, deux choses un peu différentes. Pas le même objectif. Sur le baby-foot, je pense que c'est plutôt refaire de la cohésion, du lien social, comme on vient de l'entendre, puis peut-être casser un peu des barrières, des silos. Et là, du coup, l'approche sur toute la partie réunion, atelier, c'est plutôt être plus efficace. Hein. Combien de fois vous avez terminé une réunion à l'heure ou même en avance? Voilà. Donc avec des ateliers, eh bien, on arrive à des résultats plus concrets, plus rapidement et moins en souffrance. Et si je peux rebondir là-dessus, parce que c'est vrai que quand on parle du monde du travail, c'est vrai que nous on l'entend par le monde plutôt de l'entreprise ou des organisations, parce que dans le monde public c'est quand même aussi ça. Il y a cette idée de productivité, même si le mot est peut-être pas joli, mais bon, il y a toujours de toute façon cette notion-là, elle existe. Par contre, moi je trouve que le paradigme il commence à changer. La façon d'aborder les choses elle commence à changer, et je trouve à mon sens dans le bon sens. C'est-à-dire que pendant des années, on a pensé qu'il fallait être productif pour être heureux. Et que plus on allait être productif, plus on allait être heureux. En fait, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font des burn-out, il y a des gens qui sont très très malheureux dans le monde de l'entreprise, et la productivité, ça apporte pas du tout de bonheur. Par contre, moi, je suis intimement persuadé que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que quand on est heureux, par contre, on est productif. Je pense que le fait de travailler sur le bonheur des gens, sur leur bien-être, sur leur développement, ça va, par effet de rebond,
jouer sur leur productivité, sur leur productivité. Et les boîtes aujourd'hui qui surperforment, la plupart ont compris ce truc-là, quoi. Voilà, Google, si ils essayent que leurs salariés ils soient heureux, c'est pas par humanisme. Hein. Clairement, c'est pas des gens humanistes. Hein. Ils le font parce qu'ils savent que le fait d'avoir des gens heureux, ça va les rendre productifs aussi. Et finalement, en tout cas, ce paradigme-là, il me va mieux que l'inverse, quoi. Où il fallait produire pour finir rincé à sa retraite, quoi. Il y a vraiment une dimension aussi autour du plaisir sur notre capacité à enregistrer les choses quand on prend du plaisir aussi à les faire. Et dans le côté travail, il y a oui le monde de l'entreprise et il y a aussi le monde de l'enseignement et de l'éducation de manière générale. Dans lequel le jeu prend aussi sa place aujourd'hui de plus en plus. On l'a fait depuis toujours en maternelle, comment on apprend les premiers sons, les premières associations de syllabes, de sons, toutes les notions de découverte, des suites numériques, etc., ne se font que par le jeu aujourd'hui. Et c'est formidable et ça fonctionne très bien. Après, ça change un peu dans les modes d'apprentissage, souvent en grandissant. Et encore qu'aujourd'hui, on revient aussi à ça. Donc le jeu reprend aussi toute sa force dans l'élémentaire, au collège, au lycée et dans le supérieur. Donc il n'y a pas effectivement que dans l'entreprise, c'est vraiment dans le travail au sens construire un résultat ensemble, avoir quelque chose à produire et apprendre ensemble. Et continuer à apprendre en permanence, parce que le monde de l'entreprise, c'est ça, c'est apprendre à apprendre en permanence. Alors, comme on a beaucoup parlé de plaisir, je vous propose la prochaine question sur ta première fois. Ta première fois dans le jeu. Ma première fois dans le jeu, elle est double. J'ai été très longtemps formateur. Et je connaissais par cœur mon contenu de formation, donc mon déroulé, les blagues, donc 10h01 blague, 10h02 rire. Voilà, donc les gens venaient au spectacle et je commençais à devenir vraiment le clown triste, je m'embêtais dans mon travail. Pourtant j'étais très bien noté, j'arrivais à passer tout le contenu, mais je ne prenais plus de plaisir. Donc j'ai commencé à m'intéresser à des petites pratiques pour pouvoir ludifier un petit peu mon contenu. Et puis, j'en ai fait carrément un challenge. C'est-à-dire, tiens, je ne sais pas ce que je vais faire à la pause. Et donc, j'avais une liste comme ça de petites pratiques que je sortais. Donc, la première chose, je l'ai fait, ma première fois dans le jeu, vraiment au boulot, ça a été pour ne plus m'ennuyer. Mais il me manquait encore quelque chose parce que je voyais bien que je me faisais plaisir, mais est-ce que c'était vraiment efficace ? Et puis ma deuxième fois, elle est assez rigolote, puisque je devais animer une réunion d'échange. Et ce qui s'est passé, c'est que tout a changé au dernier moment. L'invitation qui a été envoyée n'a pas été envoyée avec le mot réunion d'échange, mais avec le mot audit. Donc vous imaginez dans quel état d'esprit viennent les gens. D'accord ? La deuxième chose, au lieu d'avoir une salle de réunion standard qu'on connaissait tous, ils nous ont mis donc le jour de la réunion, dans leur meilleure salle, à savoir salle des mariages, hôtel particulier du XVIIIe siècle, 25 mètres de long, 4 mètres de plafond, des dorures partout. Bien sûr, les tables en U et avec des petits micros pour parler. Donc vous imaginez, on va parler des problèmes et vous, dans votre service, ça se passe bien ? Ça va bien. Dernière chose, ils voulaient vraiment que tout fonctionne, donc il n'y avait qu'une seule prise de courant qui était à l'autre bout de la salle. Donc mon joli PowerPoint, parce que quand vous êtes consultant, vous ne pouvez pas vous passer de PowerPoint, eh bien je pouvais le mettre à la poubelle. Et ce que j'ai vu ce jour-là, tout était foutu, hein, on était en mode TQM, tout qui merde. Donc j'ai vu une balle. Et donc tous les jeux que j'apprenais, etc., mais que je n'osais pas dérouler, eh bien là, du coup, j'étais vraiment au bord de la falaise, il fallait que je me lance. Et je me suis lancé. Donc on a fait un jeu qui s'appelle la balle supersonique, et puis qui parle d'amélioration continue, etc. Puis après, on a dessiné un bateau avec, on appelle ça un speedboat, puis en fait, en une demi-heure, eh bien, on avait déjà les problèmes d'alignement, les problèmes d'objectifs qui étaient différents, les axes d'amélioration. Et là, entre la théorie, les livres, et puis les pratiques que je faisais en dehors, et puis là, vraiment, vivre la pratique,
Là, quand vous voyez que ça marche, il y a un côté assez grisant. Vous prenez un petit shoot et puis après, vous vous en redemandez en fait. Donc voilà ma première fois. Alors pour moi, avant j'étais consultant. Voilà, personne n'est parfait. Mais je me suis soigné, ça va mieux, merci. Et quand j'étais en mission, ma dernière mission, j'ai découvert le monde de l'agilité dont sont issus mes deux collègues, qui est quand même un monde assez étonnant quand on n'est pas dans l'informatique, parce que c'est quand même... donc c'est l'agilité. C'est une méthode de gestion de projet qui vient du monde de l'informatique et dans laquelle il y a un côté geek, un peu comme en informatique, il y a un côté très... c'est des gens qui aiment beaucoup jouer et qui n'hésitent pas à introduire le jeu en entreprise et qui organisent notamment des trucs qui s'appellent des agile games. Alors c'est étonnant ce truc-là, c'est des gens qui se réunissent sur leur temps perso pour aller apprendre des jeux pour le travail. Voilà, ça se passe dans plein d'endroits différents en France, c'est à peu près gratuit, si ce n'est qu'il faut payer sa chambre d'hôtel. Et c'est vraiment un moment de partage avec d'autres personnes. Alors, quand on vient du monde du consulting, ou ne serait-ce que de montrer un PowerPoint qu'on a fait, déjà généralement on le fait payer, là d'aller dans des événements complètement ouverts, complètement gratuits, vraiment en mode open source, c'était assez, moi c'est une grosse claque que j'ai pris à ce moment-là, parce que c'est un univers étonnant, et donc des gens qui sont là pour partager des pratiques, des façons de faire, des façons d'animer des temps collectifs, des façons de faire des jeux et de se donner, voilà, ces façons de faire, et puis après du coup on repart de là avec plein d'énergie, plein de petites astuces, de petits trucs à mettre en place dans sa vie de tous les jours, enfin dans sa vie professionnelle plutôt. Et c'est peut-être ça qui m'a le plus marqué, ma première fois autour du jeu. Voilà. Et moi, effectivement, étant dans le domaine de l'agilité au départ, moi j'y suis allée par hasard à une formation sur l'agilité. Je savais même pas ce que c'était. J'ai peaufiné, j'ai regardé sur mon meilleur ami Google le matin dans le train en allant sur le lieu de la formation. Et du coup, j'ai vécu 3 jours de formation animés uniquement avec de la ludopédagogie et donc que de l'expérientiel. Et moi, ça a été assez révélateur parce que du coup, j'ai accroché au contenu et je me suis vraiment sentie complètement engagée pendant ces 3 jours. Je me suis dit, c'est génial, voilà, il faut reproduire ça absolument dans le quotidien. Et là, effectivement, faut passer la barrière de dire tout ça, j'aime bien le vivre en tant que participant, c'était chouette. Et maintenant, comment je fais pour moi aussi oser y aller. Et la première fois où vraiment je me suis dit, là, j'ai rien à perdre, c'était sur une formation qu'on me demandait de construire sur un contenu hyper chiant, vraiment le truc où je pense que 2 heures après le démarrage, j'aurais perdu la moitié des participants, où je me suis dit globalement, j'ai le choix entre tenter un truc et que ça marche pas forcément bien, ou alors savoir d'avance que ça marchera pas et que les gens vont rien en retenir. J'ai joué au Monopoly avec des amis quelques week-ends avant, dans cette étape où moi j'étais dans la préparation de cette formation au boulot. J'ai découvert qu'il existait un Monopoly customisable et je me suis dit super, tiens, si j'essayais de customiser un Monopoly pour faire passer le contenu de formation que j'avais à faire passer sur cette journée-là. Et ça a plutôt bien fonctionné, quoi. Voilà. Merci Perrine. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous partager sa première fois dans le jeu? Oui, merci. Alors, ma première fois, c'était dans le cadre de mes études, des études très sérieuses qui, a priori, ne se prêtent pas au jeu, puisque j'ai étudié le droit et plus précisément le droit public. Et puis, au cours de ma 3e année d'études, on m'a donné l'opportunité de participer à un concours de plaidoirie qui se déroule à Strasbourg, à la Cour européenne des droits de l'homme. Et on nous propose de jouer avec la Convention européenne des droits de l'homme autour d'un cas pratique totalement déjanté et totalement ludique. Donc c'était ma première fois et cette première fois m'a donné le goût de le reproduire puisqu'ensuite j'ai moi-même enseigné le droit pendant quelques années et je travaillais toujours sur des cas pratiques ludiques avec les étudiants. Voilà. Merci. Une autre première fois? Non? On va vous proposer une petite expérience pour vous expliquer ce qui se passe dans la tête des gens la première fois qui osent se lancer dans le jeu. Est-ce que tout le monde connaît les jours de la semaine? Ça va? Ouais, à peu près. Ce que je vais vous demander, c'est de réciter dans votre tête les jours de la semaine
en commençant par dimanche, voilà, dans l'ordre dimanche, lundi. Et quand vous êtes prêts, quand vous avez fini, vous vous levez. C'est parti. Donc tout le monde est arrivé à peu près à dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, c'est bon. Ben, je vais vous demander en fait la même chose, toujours en commençant par dimanche. Alors, vous allez les réciter dans votre tête, mais par contre, je vais vous demander de les classer par ordre alphabétique. Et vous pouvez vous rasseoir. Allez-y. Bon, on peut arrêter le supplice. Alors, est-ce que vous avez senti ce petit moment là, vous étiez debout, hein, vous maîtrisiez, on est d'accord, les jours de la semaine, je sais faire, trier alphabétiquement, je sais faire, mais par contre, les deux combinés, oups, vous avez senti ce petit moment, cette espèce de retard à l'allumage, se dire, oh mince. Et bien en fait, quand vous allez tenter pour la première fois de faire du jeu en entreprise, ça va être ce truc-là. Il faut que je fasse ma réunion différemment, il faut que je trouve un concept. Et le moment où vous vous lancez, c'est ce truc-là, c'est... Oh, et puis après, une fois que c'est parti, c'est parti. Voilà. Je peux rebondir là-dessus. Sur le jeu, c'est aussi une très bonne façon de faire passer des messages. Ça, c'est quand même aussi un truc intéressant. Justement, en débrief, en fin de jeu, c'est une façon élégante de faire passer des messages autour de certains sujets. Là, ce jeu-là, moi, je trouve qu'il est hyper intéressant pour faire passer le message autour de ce qu'on appelle les chemins neuronaux. Dans notre cerveau, on a des chemins neuronaux. Dans notre cerveau, c'est un peu comme en forêt. À un moment, quand on va passer à un endroit, on va faire des traces de pas. Et puis la personne, généralement d'après, elle va suivre ce même chemin-là puisque l'herbe est déjà écrasée. Et puis la personne suivante, elle va continuer à passer par cet endroit-là. Et puis à la fin, ça devient un chemin et tout le monde passe par là, c'est terminé. Et bien ça, c'est des chemins neuronaux. La première fois que vous avez fait vos lacets dans votre vie, vous avez bien galéré. Vous l'avez fait 100 fois, 200 fois. Et puis là, vous ne vous posez plus la question comment vous faites vos lacets. Et donc, votre cerveau, il part directement sur le bon truc. Et heureusement d'ailleurs qu'on ne se pose pas les questions. Et bien là, le problème, c'est qu'on vous a demandé de vous perdre en forêt, quoi. C'est-à-dire d'aller prendre un chemin que vous n'avez pas du tout l'habitude de prendre. Et c'est une façon de toucher du doigt aussi un petit peu comment marche notre cerveau et à quel point il fonctionne bien pour certains trucs et puis il y a des moments, c'est pas si simple. Merci. Alors du coup, s'il y a une première fois, il peut aussi y avoir des échecs. Il y a un chiffre qui revient souvent, 4185, il y en a qui le connaissent? Non? Est-ce que tout le monde connaît les aspirateurs, donc on ne va pas faire de pub, mais à aspiration cyclonique fait par Monsieur Dyson? J'ai cité une personne. Donc c'est le nombre d'essais qui lui a fallu pour arriver à mettre au point en fait son prototype. Donc à peu près 4 ans de travail, il avait plus de boulot, etc. Enfin vraiment l'acharné. Et quand il a fini, il a fait le tour des vendeurs d'aspirateurs. Il n'y a personne qui en voulait parce que tout le monde vendait des sacs d'aspirateurs, des consommables. Donc là, il tuait en fait un business. Donc il a fini par monter sa marque. Donc l'idée, le message derrière ce petit storytelling que je vous fais sur les aspirateurs cycloniques dont je ne citerai pas le nom, c'est oui, vous allez, si vous tentez le jeu, vous allez vous planter. C'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Alors, ton plus gros échec? Alors, c'est des moments de solitude, on va appeler ça comme ça. J'animais un séminaire pour un comité de direction d'une grosse banque. On était à Marseille, un endroit de ouf à côté de la plage, et je faisais un exercice qui s'appelle la crevasse. Bon, alors la crevasse, c'est un exercice, il faut se mettre face à face comme ça, avec les mains comme ça, là, tac, comme ça, là, et puis on fait hop. Voilà, comme si on franchissait une crevasse et il faut se tenir bien avec les mains. Donc j'explique la consigne à tout le monde, ouais, il faut bien s'appuyer sur les deux mains et tout machin. Et je réalise que dans le CODIR, il y a une personne qui n'a qu'un bras.
Voilà. Et que j'ai dit, donc voilà, il faut que vous teniez les deux mains ou une main, ou que vous observiez. Voilà, c'est ça. Il faut observer, c'est important, voilà, que vous ne pouvez pas jouer, tout ça, voilà. Donc voilà, ça c'était mon moment de solitude à moi. Voilà. Moment de solitude, oui, moi j'en ai eu un. Au début, j'utilisais beaucoup de matériel, beaucoup de paperboard, des post-it, voilà, pour qui ait créé du dynamisme et au moins du mouvement. C'était ma façon de déjà se mettre en interaction pour pouvoir jouer. Et une fois, en fait, au lieu de mettre un paperboard, je l'ai mal collé et on a écrit sur l'écran de projection. Au feutre, voilà. Donc ça, c'était au feutre indélébile. Donc c'était assez sympa de passer 1 heure après l'atelier à nettoyer ça un peu honteuse. Ça, c'est plutôt en mode oups, la boulette. Et après, en vrai échec, une fois que j'ai pris confiance et que j'avais envie de créer des jeux, j'étais partie sur ma lancée. J'avais envie de travailler sur un truc sur la motivation et Kervin le connaît. Et celui-là, c'est un vrai gros fail. Je voulais créer un jeu autour de la motivation. Alors j'ai lu pas mal de trucs là-dessus, des études qui avaient été faites, etc. Et puis je voulais travailler sur les leviers de motivation intrinsèques pour faire comprendre la différence entre la motivation extrinsèque, celle qui vient de l'extérieur, notre salaire, nos primes, nos avantages en nature, et la motivation intrinsèque qui a une portée plus longue, qui est celle qui est vraiment profonde, qui vient de nos leviers en lien avec ce qu'on aime faire, ce qui nous donne du plaisir, encore une fois. Et je me suis dit, super, je vais faire fabriquer des trucs avec des Lego pour montrer qu'à un moment donné, si je reçois des choses qui sont fabriquées avec des Lego et sur lesquelles je donne un mauvais feedback, que je me désintéresse complètement de la production des gens, ils vont être démotivés, même si en échange de quelque chose qui me construisent en Lego, je leur donne un billet de Monopoly. Donc c'était la mécanique de mon jeu. Et en fait, mon jeu, j'ai dû l'arrêter. 3 fois plus, en laissant 3 fois plus de temps que ce que j'avais prévu initialement, parce que ça ne démotivait personne. Parce qu'en fait, les gens étaient juste tellement contents de jouer au Lego qu'à aucun moment ils se sont posé la question de mais est-ce que ça me motive ou pas qu'elle jette le truc que je construis directement à la poubelle là, dans sa boîte sans même le regarder. Donc il m'a fallu un peu de temps pour dire mais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et finalement, un peu, je pense, comme dans l'expérience de Sacha, c'est aussi de se dire, oui, un jeu, on ne fait pas un jeu pour jouer. Et du coup, tout le contexte, l'environnement, qui sont les participants, qu'est-ce qu'on veut faire passer comme message, quels sont les matériaux qu'on va utiliser, chaque détail a son importance pour amener finalement en débrief le message subtil et à la fois très profond qu'on veut amener en fait. Donc là, c'était le jeu des Lego. Il m'a bien servi. D'ailleurs, par contre, j'ai bien utilisé mon fail après pour en parler assez régulièrement. Moi, mon plus gros échec, ça a été donc un atelier où, en fait, en début d'atelier, on demande aux gens leurs critères de succès. Donc, on va passer une après-midi ensemble. Cette session sera un succès si. Donc, on leur laisse quelques minutes pour réfléchir, écrire sur un post-it, et ils viennent dire devant toute l'assemblée, moi, voilà ce que j'attends. La réunion, l'atelier s'appelait bilan des équipes, et donc on devait avoir un bilan à la fin. Donc on fait tout un tas de jeux, d'exercices, de pratiques ludiques, et on arrive à la fin, un bilan. Il y avait une contrainte très forte, il fallait absolument que ce soit terminé à 17h. Il est 17h moins 5, on est en train de terminer, tout le monde est content, les groupes ont produit des choses, etc. Tout le monde est génial. Et on fait ce qu'on appelle un ROTI, Return on Time Invest, donc on vote avec les mains et puis on demande aux gens de nous expliquer pourquoi ils ont mis telle note, etc. Et je tombe sur quelqu'un, donc les notes vont de 1 à 5, et quelqu'un qui en fait fait ça avec ses doigts. Donc il indique 4 plus 1. Donc je pense que c'est un 5 et je lui demande, voilà, pourquoi vous avez mis 5 ? Et donc en fait, il s'agit du grand directeur. Donc tout le monde était content jusque-là. Hein. Et il explique, j'ai mis 4 et 1. Ah, d'accord, donc quelle note ? Donc 4, plutôt une bonne note, oui, très bien animé, ça a produit, etc. 1, je suis déçu parce que moi j'attendais un plan d'action avec un budget derrière. Et du coup, on est revenu vers le tableau des attentes. Il l'avait dit à personne, il n'avait pas pondu de post-it, etc. Quand vous avez quelqu'un
qui est comme ça de mauvaise foi, qui vous pète les règles du jeu, bah après il y a le biais d'autorité, c'est-à-dire que on se tait, on se dit la prochaine fois je ferai plus gaffe en fait. Mais du coup voilà, ça c'est un gros fail, c'est le commanditaire, est-ce que lui il est prêt vraiment à jouer et à jouer le jeu jusqu'au bout. Voilà. Donc j'ai appris de cet échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous parler d'une expérience un peu douloureuse? Ou pas? Dans le jeu. Hein. Oui? Non? Ah, c'est compliqué de parler de l'échec. Hein. Mais on est là pour tous dire. Alors, merci pour le partage. Non, mais j'en prie. Oui, en fait, je rebondis exactement sur ce que vous avez dit, parce que par rapport au choix en fait, des personnes de jouer, parce que en fait, du coup, le jeu, ça reste quand même un choix à la base. Enfin, moi, je suis joueuse, et du coup, j'ai besoin de ça pour pouvoir être dans une situation de jeu. Et en fait, j'ai la chance de faire un boulot où en fait, je joue tout le temps. Je suis animatrice pour un secteur de jeunes en fait, et qui gère aussi des actions sociales depuis peu de temps. Donc en fait, j'avais l'habitude de travailler avec des enfants, avec des jeunes. Et il y a peu de temps, je me suis mis avec les adultes et les seniors, etc. Et en fait, j'ai paniqué. Parce qu'en fait, j'utilise énormément d'outils que je connais et que je pratique régulièrement. Mais en fait, quand je me suis retrouvée face à des personnes qui n'ont pas choisi, en fait, de jouer, et ça devient vite galère. Et pour le coup, je me suis retrouvée avec des personnes qui, effectivement, avaient une position hiérarchique supérieure à la mienne. Donc, parfois des élus qui ont un cadre, qui n'ont pas la culture du jeu, en tout cas qui n'ont pas cette culture justement du ludique et de partager une situation de travail avec des outils différents. Alors, des fois, je parle juste du post-it. Hein. J'ai même pas sorti les Lego, ni les Kaplan, ni quoi que ce soit. J'ai juste sorti le post-it. Là, déjà, c'est compliqué. Et il a fallu que je sorte les rames. Donc, j'ai travaillé depuis 2 ans. Donc, voilà. Et je me suis effectivement pris des coups de non, mais en fait, on n'est pas là pour ça. Donc, en fait, j'aimerais bien qu'on arrive au but. Non, mais en fait, le but, il est là. C'est compliqué. Merci. Alors, peut-être une réaction ou un truc et astuce quand on a quelqu'un qui. Ouais, moi, je veux bien réagir. Hein. Ouais, qui veut pas jouer. Ouais. Alors, déjà. Les élus, c'est peut-être pas le public avec lequel il faut démarrer. C'est moche, c'est moche. Si tu démarrais avec une équipe constituée, non, moi par exemple, je bosse beaucoup avec le monde du public, voilà, mais plutôt avec les techniciens et les élus. J'en ai un peu, mais pas beaucoup quand même, parce que c'est le problème dans ces trucs-là, c'est que tu as plein de choses qui échappent complètement à l'atelier que tu es en train de mener. C'est-à-dire que il y a des jeux politiques, là pour le coup, c'est sûr, hein, c'est le but du jeu. Donc c'est des gens qui ont des postures et tout, c'est un peu compliqué. Honnêtement, il y a 2 publics qui sont vachement durs, c'est les élus et les syndicats. Bon, voilà, donc si vous avez à vous faire la main, commencez peut-être pas par ça tout de suite, parce que c'est un peu hardcore la côte de porc quand même. Hein. Mais sinon, après, je pense que là où il faut essayer de se rattraper, justement parce que le monde de l'entreprise, il n'est pas complètement prêt à aller là-dedans à fond. Hein. Donc ce sur quoi il faut se rattraper, c'est la finalité. Le jeu, c'est un moyen en fait. En tout cas, c'est un chouette moyen, parce qu'on y prend du plaisir, mais c'est un moyen. Donc par exemple, faire des post-it, je vais te donner un argument massu pour dire pourquoi est-ce qu'il faut utiliser des post-it. Au-delà du fait que je suis sponsorisé par 3M, mais il y a un phénomène quand on travaille en groupe qui s'appelle le conformisme. Voilà, conformisme, c'est un truc que vous avez tous vécu, c'est-à-dire qu'on a tous tendance à s'aligner sur ce que font les autres. Et tout à l'heure, il y a des gens qui se sont baissés, je suis sûr qu'il y en avait plein qui n'avaient pas fini, mais vu que tout le monde se baissait, ils se sont baissés aussi. C'est normal, c'est un phénomène, voilà, on a tout ça en nous, c'est ancré hyper profondément. C'est pas grave quand il s'agit de s'asseoir dans une salle de spectacle. C'est un tout petit peu plus embêtant quand on travaille en atelier et qu'on se dit, tiens, on va faire un travail collectif, on va avoir des super résultats, sauf que si tout le monde dit la même chose, honnêtement, on a un résultat qui au mieux de mauvaise qualité, au pire qui peut être dangereux, quoi. Si les gens s'alignent, je ne sais pas si vous avez déjà vécu le syndrome du tour de table, moi je fais plus de tour de table pour avoir l'avis des gens. Je le fais parce que c'est sympa. C'est un moment sympa, mais pas pour avoir l'avis des gens. Quand tu fais un tour de table, alors vous en avez pensé quoi? Oui, super, ah génial, super, ok. Bon, du coup voilà, les 3 premiers, ils te donnent, t'es sûr, enfin tout le monde va s'aligner là-dessus. Et une façon d'éliminer le conformisme, c'est d'utiliser les post-it. 5 minutes de réflexion individuelle sur post-it, chacun écrit la réponse à la question, peu importe ce qu'elle est. Il répond de façon individuelle, mais tout seul, voilà, sur ses post-it. Et après, chacun à tour de rôle vient se lever et vient coller ses post-it. Au moment où on écrit, on ne sait pas
ce que pensent les autres en fait dans la salle. Et donc du coup, c'est une façon de s'assurer que tout le monde exprime réellement ses idées. Surtout dans des univers où il y a des hiérarchies très fortes, très marquées. Si on fait pas ça, en gros, le chef va parler et puis tout le monde va dire ah oui super bon, et même si c'est nul comme idée. Donc là, le fait d'avoir ce post-it a un côté régulateur très fort et c'est une façon de s'assurer que tout le monde s'exprime. Donc par exemple, c'est peut-être avec ce genre de levier-là très rationnel finalement qu'on peut aller rattraper les gens sur ce genre d'aspect ludique. Moi, j'allais exactement rebondir là-dessus, et il y a plein d'autres biais que le conformisme en plus autour de l'intelligence collective, parce que finalement, quand on amène du jeu, c'est souvent parce qu'on veut faire réfléchir des gens ensemble, en fait. On est passé dans un mode de fonctionnement où on va plus questionner individuellement, mais on va essayer de créer quelque chose de manière collaborative. Et il y a un exemple vraiment assez parlant là-dessus, et pour voir un peu toute la dangerosité de la chose, c'est le phénomène d'extrapolation qui est aussi en lien avec ce que disait Sacha. C'est ce qui se passe parfois sur les jurys. Vous êtes jury à un procès, vous faites une opinion. Arrive le moment des débats à huis clos pour les différents jurés. Quelqu'un qui imaginait condamner l'accusé à 10 ans de prison. Donc il y a eu des études de fait là-dessus, hein, le fait que parmi les autres jurés, certains aillent dans son sens et confirment que oui, il faudrait 10 ans de prison. Au moment du vote final, la personne va pousser jusqu'à 15 ans. Alors que sa première idée de départ, c'était 10 ans. Mais le fait de sentir qu'elle est encouragée, qu'il y a confirmation d'autres de son point de vue, va faire qu'on va aller extrapoler en plus ou en moins, en fait. On va aller aux extrêmes de nos premiers avis. Donc ça peut être extrêmement dangereux sur l'intelligence collective, ce principe effectivement d'être en mode tour de table, où on va du coup s'engager avec une force et une conviction collective dans une très mauvaise direction, en fait. Et l'idée, effectivement, du post-it ou juste du jeu, c'est de toujours laisser un temps pour que chacun jette ses idées, les fasse exister, parce qu'une fois qu'elles ont existé quelque part, on ne peut pas les renier, en fait. On ne peut pas les ignorer. On peut que les partager et se dire finalement, oui, je m'en libère pour écouter les autres, mais mon idée, elle existe et je me suis fait ma propre opinion. Et dans toutes les mécaniques en fait, qu'on va utiliser souvent autour du jeu, on a ce temps d'introspection et de faire exister son introspection. Et alors, juste pour rebondir, pour finir sur justement comment, quand on a des publics un peu difficiles, comme par exemple des élus, il faut les impliquer dans le jeu. Alors effectivement, ils veulent pas jouer avec la balle, ils veulent pas jouer avec les post-it, c'est débile, etc. Pour ça, en fait, il y a une petite astuce, c'est on peut utiliser des rôles délégués. C'est-à-dire, on les met maître du temps, timekeeper, on les met responsables de l'affichage, etc. Et à partir du moment où ils voient que ça se passe bien, ils voient qu'il y a des résultats, etc., et ben, petit à petit, ils vont vouloir. Et puis même des fois, c'est même arrivé qu'il y ait des gens qui me disent « En fait, j'aurais dû participer dès le premier truc. » Voilà. Bon, pas toujours, hein, mais ça arrive. On va vous proposer une petite activité. Sacha, tu as quelque chose à nous dire ? Bon, allez, j'ai juste un dernier truc à vous dire. Après, je vous explique ce petit jeu. Autre justification aussi sur. On vous avait dit tout à l'heure, on a fait un icebreaker. Icebreaker, en français, pour ceux qui font de l'allergie aux anglicismes, c'est un jeu d'inclusion. Un petit jeu qu'on démarre en début de réunion, et on va en faire un là tout de suite. Il y a des études qui nous montrent qu'une personne qui ne parle pas dès le début d'une réunion se sent implicitement autorisée à ne pas intervenir dans la suite de la réunion. En mode, je me mets au fond de la classe et j'attends que ça passe. Et donc, si on a envie que tout le monde participe, parce que quand même, généralement, quand on convie des gens à une réunion, à un atelier, bah, c'est pour qu'ils participent, le fait de faire un petit jeu d'inclusion dans lequel chacun va avoir quelque chose à dire, va avoir un rôle, va se mettre en interaction, comme on l'a fait tout à l'heure, c'est une façon aussi de s'assurer qu'on va avoir l'engagement de tout le monde. Donc, au-delà du côté c'est rigolo, c'est pas que c'est que rigolo, en fait. C'est une façon aussi d'engager les gens dans l'action et d'avoir un groupe plus efficace. Et pour illustrer ça, on va, si vous le voulez bien, organiser certainement le plus grand tournoi de pouces multijoueur jamais fait à Parthenay. Je laisse un petit peu de silence pour que vous soupesiez un petit peu la gravité du moment. D'accord ? Alors, bataille de pouces ou bras de fer chinois, je pense que vous voyez ce que c'est. Kevin, est-ce que tu veux bien ? Ah ben, démonstration. Voilà, donc voilà. Et on se fait pas mal, gentil. Attention, regarde, Annie. Et donc, on gagne.
on gagne un point à partir du moment où la personne a immobilisé le pouce de la personne en face. Là, ça fait 1 point. Jusque-là, c'est bon? Sauf que la plupart des gens ont 2 mains. Des fois, non, mais la plupart quand même. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous voulez bien venir m'aider? J'ai besoin de... Et l'informaticien, là, tu viens, là? Oh la vache, le timer, quoi. Yeah! C'est le timer de Charlie et Lulu. Pour le Hit Machine. Back to the 80s. Alors, attends. Du coup, tout ça, là, on a une main, ça c'est bien, mais on a 2 mains. Donc, on va jouer à la bataille de pouces en réseau. Vous voyez un peu le truc de ouf, là, quoi. Et attention, parce qu'on peut jouer à 2, mais on peut jouer aussi à 3 si on veut. Vous n'avez pas perdu, là? C'est bon? Ok. Donc, alors, dans un instant, je vais vous demander de vous connecter tous les uns aux autres, d'accord? Et quand je dirai top, on va avoir 30 secondes pour réaliser un maximum de points. D'accord? Donc il va falloir compter les points pour savoir si on a réalisé un maximum de points. Ok, je sens que... Calmez-vous un peu là. Oh, c'est bon là, on redescend d'un étage là. Hein. Allez, on y va. C'est bon, tout le monde est connecté? Les 2 mains, c'est bon? Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti! Top, c'est terminé. On lève les couteaux, c'est terminé. Alors, s'il vous plaît. Allez, je vous invite à vous rasseoir. Alors, qui a fait entre 1 et 10 points? Ah ben oui, mais fallait compter, je vous l'ai dit, tout quand même. Mince. Alors, qui a fait entre 10 et 20 points? Qui a fait entre 20 et 30 points? Qui a fait plus de 30 points? Ah, je sens une légère suspicion. Vous dites que c'est pas possible. Eh bien si, s'il vous plaît, s'il existe une stratégie pour faire plus de 30 points, si on se met d'accord tous les deux, à toi, à moi, à toi, à moi, à toi, à moi. Eh oui, eh oui, eh oui. Eh ben, j'ai pas dit qu'il y avait de compétition. J'ai dit qu'il fallait faire un maximum de points. Ah, eh ben non. Ah bah arrêtez. Et le jeu coopératif, alors Il y a plein de jeux collaboratifs, quand même. Dans le jeu collaboratif. Alors. Compétition contre le système, exact. Contre nos réflexes aussi. Effectivement, dans ce jeu-là, il n'y a pas de compétition et c'est d'ailleurs un peu la morale de l'histoire de ce jeu-là. Ce jeu-là, l'objectif, c'est justement de faire passer un message autour de la compétition versus collaboration. Quand on envisage l'interaction avec les autres avec des points, eh ben naturellement, on envisage la compétition et on est tous branchés comme ça et il y a plein de raisons qui expliquent que c'est comme ça qu'on fonctionne. N'empêche que, dans beaucoup de cas, dans les entreprises, dans les organisations, dans la vie de tous les jours, la meilleure stratégie, souvent, c'est la collaboration. Et sauf qu'on ne l'envisage pas forcément par défaut. Alors, il y a plein de raisons pour ça. Collaborer à l'école, ça s'appelle tricher. Hein. Si vous avez collaboré en interrogation de maths, c'est rare quand même que le prof, à la fin, vous dise « Bravo, quel sens de l'équipe, là, c'est super hein. !» Quel sens du collectif hein. Donc, bon, il y a plein de raisons qui expliquent ça. N'empêche que c'est quand même aussi intéressant de temps en temps d'envisager ça sous le côté collaboration. Et bien, typiquement, ce petit jeu-là, c'est exactement le genre de jeu qu'on peut utiliser pour démarrer une session et pour faire passer des messages. Parce que ben voilà, des séminaires qui sont autour du fait qu'il faut mieux collaborer ensemble, qu'il y a trop de compétition entre les directions et que finalement on ferait mieux de mutualiser les moyens. Il y en a plein de cas comme ça. Et ça, c'est une façon élégante de faire passer le message autour du collaborons au lieu de la compétition. En tout cas, c'est plus élégant que 25 slides sur il faut arrêter d'être en compétition, il faut collaborer.
Petit retour d'expérience, un séminaire sur la collaboration qui a vraiment cartonné, hein, qui était à base de tournois de poker. Donc collaborons, jouons au poker, donc ça a été fantastique, un vrai succès. Alors du coup, donc mettre du jeu en entreprise, oui, mais du coup, par quoi commencer? Et toi, Perrine, tu commences par quoi pour introduire le jeu? Alors, je commence par me faire peur. Je commence par oser, en fait. La première question que je me pose, c'est quel est mon objectif en amenant le jeu? Qu'est-ce que je cherche à avoir en émergence pendant le moment de débrief? Moi, il y a un jeu que j'adore qui me permet d'intervenir sur des postures de management, notamment. Le jeu en lui-même dure 1 minute 30 avec les instructions. Et le débrief, on y est déjà allé sur 3-4 heures de débrief sur cette base de jeu. Et en fait, c'est ça l'intérêt, c'est à quel point on fait émerger des choses, on a matière à réfléchir. Donc la première question que je me pose, c'est sur quoi je voudrais qu'on réfléchisse en fait, avec ce groupe-là, dans le contexte où je vais intervenir et où j'ai envie d'amener un jeu. Et ensuite, du coup, qui sont ces gens? Est-ce qu'ils se connaissent? À quel endroit on va évoluer? De quel matériel je vais avoir besoin? De combien de temps je dispose? Donc tout un tas de critères qui vont ensuite me permettre de choisir ce que je vais construire et d'oser tenter un truc. Et pour m'aider à oser, j'expérimente beaucoup, c'est-à-dire que je teste les jeux, je les essaie dans différents contextes et j'essaie de voir si le rebond qui vient, c'est bien celui que j'imaginais sur cette pratique-là. Donc de créer des environnements aussi pour tester. Sacha parlait tout à l'heure des Agile Games, il y a plein d'autres dispositifs. Ça peut être aussi de s'entraîner entre collègues, de s'entraîner entre amis. Enfin voilà, il y a aussi plein de leviers pour tester un jeu en fait. Alors oui, effectivement, je rebondis. Un conseil que je donne souvent aux gens qui veulent démarrer, c'est d'abord testez-le. Testez-le avec des collègues dans un cadre plutôt sécurisé, parce que la première fois que vous allez faire une pratique, vous ne connaissez pas les limites, vous ne savez pas en fait... surtout si vous avez des joueurs qui vont vous démonter la mécanique en 30 secondes, vous ne savez pas quelles sont les limites et vous ne savez pas si ça correspond à votre personnalité. Des fois, il y a des jeux qui sont très beaux sur le papier, des exercices, des ateliers qui sont très beaux sur le papier, puis en fait, quand on les déroule, ça fait plouf. Non, je le sens pas, ça ne me correspond pas. Donc, testez-les avant de vous lancer. Si vous voulez vous planter, vraiment, allez-y en mode freeride. J'ai lu un truc sur Internet, allez, j'essaye ça en codir dès lundi matin, gamelle assurée. Hein. Au pire, ce sera bof. Voilà. Donc, testez avant. Et puis, par quoi je commence pour introduire un jeu? Moi, je vais me greffer, en fait, je vais regarder, en fait, dans une entreprise, quelles sont les réunions, comment ça fonctionne, et je vais me greffer sur une réunion. Et je vais proposer des pratiques un peu différentes. Je vais dire, voilà, je vais vous proposer d'animer la réunion un peu différemment. Et puis, les gens voient que oui, c'est différent, mais en plus, on arrive à produire. Et puis, en plus, on arrive à terminer la réunion à l'heure. Et on ne fixe pas, à la fin de la réunion, l'horaire de la prochaine réunion pour essayer de résoudre les problèmes qu'on n'a pas réussi à résoudre là. Donc, et après, j'explique, voilà, qu'est-ce qu'on a fait. En fait, cette réunion, c'était une rétrospective et ça se déroule comme ça. Et vous pourrez le reprendre par la suite. Donc, je viens me greffer sur une réunion existante et je la fais un peu différemment. Et du coup, après, les gens redemandent. Et ils se disent, et du coup, la prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je vais piquer la curiosité aussi. Alors moi, ce que je dirais pour démarrer, le truc qui marche à peu près tout le temps, en tout cas, je ne connais pas de cas où ça n'a pas marché, moi, c'est le photolangage. Alors le photolangage, c'est s'exprimer à travers des images. Et vu que vous êtes des joueurs, vous connaissez forcément Dixit. Moi, j'utilise Dixit. Alors, il faut choisir un peu l'édition quand même, hein, parce qu'il y a des éditions qui sont un peu sombres, et du coup, quand on choisit une image pour se présenter, ça tourne un peu au dark là, mais du coup, dans les éditions un peu classiques, concrètement, sur la table, je mets toutes les cartes de Dixit que je mets comme ça, et je demande aux personnes de prendre une carte
qui représentent le mieux leur état d'esprit. Après la question, mettez ce que vous voulez derrière. Choisissez la carte qui représente le mieux votre état d'esprit, choisissez la carte qui vous représente le mieux dans l'équipe, choisissez la carte qui vous représente le mieux face à la nouvelle organisation. Peu importe, tout ça n'est qu'un levier en fait pour aider les gens à parler. Et Dixit, c'est une bonne, je trouve que c'est une bonne bibliothèque d'images, plutôt sympa. Il y a SpeechMe, ouais, c'est ça. Aussi pareil, c'est des images plus figuratives qui peuvent être sympas aussi. Pareil, les gens prennent une carte et à travers cette carte-là, finalement, ça n'est qu'un prétexte pour les aider à s'exprimer. À travers des images, l'avantage du photolangage, c'est qu'on va plus facilement sur de l'émotionnel. Déjà, ça peut être intéressant dans des situations un peu tendues, voilà, pour démarrer, pour faire une petite purge, ça peut être sympa. Aller sur de l'émotionnel, il y a aussi une raison objective à ça. Quand on se livre plus, on a tendance à capter l'attention des gens. En fait, on capte l'attention des gens quand on se livre. Et à une époque où on est quand même sollicité de notifications, de téléphones, d'ordinateurs, capter l'attention des gens, c'est quand même pas anodin non plus. Donc ça, c'est une bonne façon, je trouve, de démarrer. Et c'est testé, approuvé. Depuis des membres du CODIR jusqu'à des directrices de crèche à Rennes Métropole, en passant des gens dans des usines hydroélectriques. Honnêtement, à chaque fois, ce truc-là a bien marché. Donc c'est peut-être une bonne façon de démarrer gentiment. C'est pas trop rock'n'roll, mais c'est déjà pas si mal pour introduire justement un peu de notion de ludique dans le monde de l'entreprise. D'accord. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent Tiagui? Ouais. Ok. Alors, ce que je vais vous demander, la petite activité qu'on vous propose maintenant, c'est une activité de Tiagui, qui est un vieux monsieur, un vieil indien de son vrai nom, Silvel Salam Thiagarajan. Donc Tiagui, c'est bien aussi. Je vais vous demander de vous lever, de vous mettre par deux face à face et de décider qui sera la personne A, qui sera la personne B. Et oui, c'est dur en fin de journée, hein. Alors, donc les B, je vais vous demander de ne pas bouger, d'accord? Et les A, je vais vous demander donc de tourner le dos au B. Et donc les A, je vais vous demander de changer 5 choses sur vous. Les B, vous pouvez fermer les yeux, hein, pour que les A soient à peu près tranquilles. Vous devez changer 5 choses sur vous. Et quand vous êtes prêts, vous vous retournez, vous pouvez dire aux B de rouvrir les yeux, et les B doivent trouver quelles sont les choses qui ont changé. Et vous me dites quand vous avez terminé. On va laisser une petite minute. C'est bon Léa? C'est terminé? Ok. Ok. Léa, quand c'est terminé, il lève la main. Voilà. Bon. Bon, tout le monde a à peu près trouvé? Ok. Alors maintenant, Léa, toujours, vous vous retournez de nouveau. D'accord? Les B, vous restez immobile, vous fermez les yeux. Et donc Léa, vous changez 5 nouvelles choses sur vous. C'est parti. Bon, et quand Léa, vous avez terminé, vous vous retournez, vous dites aux B qui peuvent regarder. Et Léa, vous le levez la main quand vous avez été détecté. C'est bon Léa? Ok. Bon. Eh bien maintenant, vous vous doutez ce que je vais vous demander. Léa, vous retournez de nouveau. Les B, vous fermez les yeux. Et Léa, vous changez 5 nouvelles choses. C'est bon, c'est terminé Léa? Vous avez été démasquée? Donc vous pouvez vous rasseoir, hein, ceux qui ont terminé. Ok. On va pouvoir passer au débrief de l'exercice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez vécu l'expérience? Beaucoup ri.
Ok. Beaucoup riche. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez fait beaucoup, Léa, pour changer? Les cheveux, les lunettes. Ok. Donc on a vu beaucoup de gens qui ont retiré des choses. Hein, beaucoup retiré les lunettes, les t-shirts pour certains qui finissent de se rhabiller. Donc c'est intéressant. Donc le jeu s'appelle 5 changements. Donc le changement vu comme une perte. C'est intéressant ça. Hein, changement vu comme une perte. Premier enseignement. Au niveau du nombre de changements, comment ça se passait, Léa? Les premiers 5 changements, c'était... Ouais. Les 5 suivants... D'accord, ok. Parce alors, plus simple. Alors, pourquoi? Parce qu'il y avait quoi? Une habitude? Du coup, la première fois, je me suis dit, bon, 3 facile, 4 ou 5 un peu plus dur. On me redemande 5, alors là je me suis dit, ça va être compliqué, donc là j'ai ramé un peu. Et finalement, la troisième, je pense que j'aurais eu moins de mal une 4e fois, parce que je commence à avoir plein d'idées et à décliner tout ce qui s'était passé au début. Voilà, pour moi, il y a eu le temps où je me suis dit, ça va devenir dur, et le moment où je me suis dit, non, on va pouvoir en faire encore plus. Voilà. Un peu, on a amorcé la pompe de la créativité, en fait. Ok, donc il y a un petit temps de retard, un petit temps de décalage à la créativité. Ça a été facile pour tout le monde de trouver 15 changements? Non, moi justement, je me suis un peu essoufflée. La 3e fois, voilà, ça devenait plus simple pour elle, en fait. C'était plus évident ce que je faisais. Oui, effectivement, j'ai plutôt entendu, alors je peux me tromper, hein, j'ai plutôt entendu, quand j'ai annoncé la 3e série de 5 changements, plutôt des... et assez peu de « Ouais, génial !» Je me trompe peut-être. L'acoustique est peut-être pas pareille en haut, je sais pas. Trop de changements trop vite, ça saoule. Ça saoule. Les B, comment vous avez vécu l'expérience? Est-ce qu'il y a des B qui peuvent me dire comment est-ce qu'ils ont vécu l'expérience? Il y a la découverte. De ce que j'ai pu comprendre, il y a eu de l'échange. Il y a eu de l'échange entre les A. Donc il y a un aspect de communication intéressant. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire, les B? En tant que A, mais peu importe, oui. Une réflexion, je l'ai ressenti aussi, mais je l'ai entendu autour de moi. On se demande si on a bien compris les consignes, la 2e fois et la 3e fois. Ok. Alors, les B qui ont compris les consignes, ils l'ont vécu comment? On n'a rien à faire. Formidable. D'accord. Donc, impliqué moyen? Merci. En fait, ouais, moi je l'ai vécu parce que du coup, je suis venue avec des personnes que je connais et je pense sincèrement que si j'avais été avec elles, c'était ultra facile de savoir les différences. Et en fait, je suis tombée avec quelqu'un que je ne connais pas. Et quand on m'a demandé la consigne, j'ai fait merde, je l'ai pas assez regardé. Du coup, les changements, je savais pas sûre de les trouver. Ok. Il y avait une réflexion intéressante sur. On aurait bien aimé que ça change. Ouais. Permuter A et B, tiens, c'est rigolo, c'est peut-être ce qui intervient peut-être dans le changement de la mauvaise compréhension des consignes. Est-ce que les B, vous auriez aimé être dans l'autre rôle, que ça change un petit peu? Non, du tout? Oui, bonjour. Oui, je l'ai vécu comme presque brider la créativité des B au profit du A. C'est-à-dire comme une sorte d'écrasement du B qui n'est qu'un observateur par rapport à un A qui est acteur. C'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un d'actif et quelqu'un de passif qui finalement observe des choses, qui les constate. C'est-à-dire que le sentiment personnel, en fait, le B n'a aucune personnalité à part celui du constateur, alors que le A, lui, va développer sa créativité au fur et à mesure des choses. Ok, merci. Donc quand on fait des changements et beaucoup de changements, en fait, il faut impliquer tout le monde. On parle tout le temps, il faut faire de la transformation, il faut faire du changement, mais le changement, il faut impliquer tout le monde. Ça, c'est aussi un débrief intéressant de cet exercice. Peut-être une dernière réaction?
Ouais, moi j'étais complètement à l'inverse, parce que je me dis c'est peut-être moi après, donc je commençais à réfléchir à ce que potentiellement on allait me demander, donc complètement inverse, j'étais très impliqué et je me suis dit bon, je vais faire ça, ça et ça. Peut-être le côté bientôt ça va être mon tour. Oups. Donc oui, l'idée d'impliquer tout le monde dès le départ, ça aurait peut-être été mieux. Et dernière chose, Léa, vous êtes dans quel état? Parce qu'il me semble que j'avais vu des gens avec des chaussures sur les têtes, etc. Est-ce qu'on vous a demandé de vous remettre comme vous étiez dès le départ? Ah, c'est intéressant, hein. Trop de changements trop vite, en fait, ça prend pas. Hein. Il y a le principe d'homéostasie, on revient à notre état initial. Hein. Donc voilà, débrief très intéressant sur le changement. Hein. Trop de changements tue le changement, il faut impliquer tout le monde. Trop de changements trop vite, ça prend pas. Voilà, il y a le temps du changement. Et donc, quand vous allez vouloir mettre un peu de jeu ou de pratique ludique au travail, ben voilà, c'est du pas à pas. Sinon, ben, ça va faire pchit, c'est-à-dire que va y avoir l'effet waouh, waouh, elle était super cette réunion. Et puis ben, en fait, si vous n'êtes pas là, ben, il ne se passe plus rien. Donc, il faut vraiment y aller par petites touches, pas à pas. Je trouvais qu'il y avait quand même un côté progressif parce que la troisième fois, j'avais envie d'aller encore plus loin parce que je voyais que ça commençait à échanger entre les gens et je me suis dit, oh là là, ça va devenir fou, on va s'échanger des trucs et tout. Donc il y avait un côté... Alors là, pour avoir fait des dizaines de fois cet exercice, votre groupe est un peu particulier parce que du coup, il y avait un sombrero, je crois, il y a des accessoires qui s'échangeaient. Bon, effectivement, quand on fait ça avec des gens en costard-cravate, ils ne s'échangent pas leur cravate. Hein. Je vous rassure. J'ai pas vu d'échange de slip. Non, les gens restent éventuellement, échangent la pochette ou le stylo à droite ou à gauche. Voilà. Mais voilà. Donc, ce jeu, ça fait partie de toute une galaxie de jeux, donc les jeux de Tyagi, que je vous invite vraiment à aller découvrir. Et c'est des jeux, bah, justement, où on vit le côté expérientiel du jeu. Voilà, vous avez vécu un peu le changement et du coup ça permet de faire passer des messages un peu différemment. Voilà. Alors. Moi je voudrais juste, parce que j'étais une personne C puisque je fais les photos, donc je sors du jeu à chaque fois. Spontanément, quand le jeu a été annoncé, j'ai pensé changement, mais changement faciès. Et personne n'y a pensé, personne ne l'a fait. Voilà. Et du coup, comme j'étais C, j'ai fait de la coopération avec un A. Ah, du coup, c'est super intéressant comme débrief. Donc, quand il y a du changement, avoir quelqu'un qui prend un peu de recul par rapport au changement. Voilà. Ça, c'est intéressant. Donc, se faire accompagner dans le changement, c'est pas anodin. Merci. On passe peut-être. Vous voulez rajouter quelque chose ou sinon on passe à la prochaine? Non, on passe. Voilà. Alors du coup, voilà. Donc on a essayé de vous faire pratiquer certaines choses. On a essayé de faire passer certains messages. Maintenant, bah voilà, c'est le moment des questions. Tout ce que vous auriez voulu voir dans cet échange qui n'est pas sorti, ou peut-être il y a des questions où on n'est pas allé assez loin. Donc voilà, c'est votre moment. Donc on a pris quoi, 10 minutes, c'est ça? 10 minutes, c'est vos questions. Voilà. Du coup, on a pas mal parlé du jeu, mais j'ai l'impression que c'est du jeu dans une entreprise, mais on va être avec des banquiers, avec des chargés d'assurance, des choses comme ça. Et moi, c'est au niveau du tertiaire, puisque je travaille avec des gens dans le tertiaire. Et comment on fait ça en fait, parce que les gens qu'on appelle les petites mains qui travaillent, parce que là, toutes ces réunions, c'est des réunions de réflexion, de décision pour que la boîte, elle avance. Mais en fait, ce jeu, est-ce qu'on a des pistes pour l'apporter en fait à ces gens-là? Tu peux... C'était pas clair bien. Tu peux redire, excuse-moi, dans quel contexte dans le tertiaire. Les gens qui travaillent, qui fabriquent, en fait. Tu as parlé de barrages hydroélectriques. J'aurais aimé savoir quand tu interviens avec ces gens-là, en fait, qui ne sont pas les gens décisionnaires des boîtes, mais où le jeu, la bonne humeur que ça peut apporter, le travail d'équipe, enfin, ce soudage peut être aussi très pertinent. Et est-ce que vous savez l'amener? Est-ce que vous l'amenez ou pas? Alors moi j'interviens par exemple avec des gens qui travaillent dans les réseaux lignes haute tension. On a introduit du jeu
pas pour cette fois faire de la créativité ou définir un plan d'action, mais pour acquérir et ancrer les procédures de sécurité, par exemple, qui sont des dossiers de 80 pages, imbuvables, des trucs vachement compliqués et qui changent très souvent parce que la réglementation et les normes changent très souvent. Et donc, on a plutôt travaillé sur comment ludifier l'acquisition de compétences sur ces éléments-là. Et du coup, les rendre acteurs, plutôt que de dire voilà le nouveau dossier machin, on va le lire ensemble en séance ou on va vous le présenter en mode descendant, c'est d'avoir un temps où en fait ces dossiers sont structurés et on les fait reformuler en groupe, donc on les fait réfléchir en groupe sur ce qu'ils retiennent de chacune des parties du dossier et où ils apprennent à l'intégrer collectivement. Donc ils n'ont pas tous à lire le dossier et après avoir une séance questions-réponses tour de table. Ils ont des découpages et on met des mécanismes autour des jeux de Tiagui notamment pour réussir à faire ancrer des parties de ce document et à partager collectivement pour qu'au final une équipe réussisse à mémoriser les nouvelles consignes de sécurité avec une session de 1h, 1h30 sur cette nouvelle consigne en fait. Donc là on n'est pas du tout sur de la créativité, on est vraiment sur comment ludifier un processus d'acquisition de, connaissances. L'acquisition de connaissances. Exactement. Non, c'était ouais, ça je comprends, mais en fait moi ma question c'était peut-être pas claire, mais c'était sur la cohésion d'équipe et sur la bonne humeur que le jeu peut apporter en fait. C'est-à-dire que moi là, tout ce qui est acquisition de connaissances, c'est bien. Mais c'est vrai que le plus important pour moi dans le côté ludique, c'est la confiance en l'autre, c'est l'expérimentation et c'est cette unité. Alors le photolangage, toujours comme le disait Sacha, moi c'est vraiment l'outil que j'ai toujours dans mon sac à dos. Avec cette équipe-là, sur leur brief du matin, ils commencent par un petit photolangage pour dire comment je me sens aujourd'hui. Et du coup, c'est le moment où ils se balancent 2-3 vannes, où ils sont un peu en mode ah bah tiens, t'as toujours pas dormi, ah bah tiens, t'es fatigué, c'est l'apéro ou c'est ton petit qui fait passer nuit, quoi. Ça crée du lien et on se parle un peu autrement et l'équipe, elle part un peu réveillée, boostée et surtout connectée les uns aux autres le matin, en fait. Peut-être deux petits exemples vraiment très pratico-pratiques. On intervient dans des équipes des fois qui ont un petit brief de matin, un petit point de démarrage. Par exemple, sur un centre d'appel téléphonique, tiens, aujourd'hui, ça va être une grosse journée et comment est-ce qu'on s'organise, le petit brief de démarrage. Et par exemple, ce point est toujours fixé à 9h du matin. Sauf que y en a qui peuvent avoir des problèmes pour arriver à cette heure-là. Donc plusieurs solutions, soit on décale. Mais comme on est en région parisienne, eh bien du coup, ça devient 9h15, puis 9h30, puis 10h. Puis en fait, on le fait plus. L'idée, c'est on a instauré un petit gâteau, on a appelé ça le cake late, 8 parts. Et à chaque fois que quelqu'un arrive en retard, il met son nom sur la part de gâteau. Donc c'est rigolo. Et du coup, on sait qu'on a un petit peu un droit à retard. Et ce qui est très rigolo dans cette pratique-là, c'est que quand on arrive à la 7e part, bizarrement, je ne sais pas, il y a un aliment des planètes, le RERA fonctionne. Pendant 3 semaines, il n'y a personne qui est en retard. Et le jour où vraiment c'est le bordel, il y a tout qui pète, etc., les gens savent que de toute façon, c'est mort, je suis en retard, donc je sais que c'est moi qui mettrai, donc pas de stress, on sait qu'on a le droit d'arriver en retard. Et quand vous remplissez la dernière part, en fait, eh bien, vous devez emmener un gâteau fait maison. Là, c'était les règles de l'équipe. Donc, un gâteau fait maison le lendemain à l'équipe. Donc, c'est plutôt doux, c'est plutôt simple à mettre en œuvre. Et du coup, voilà, c'est une petite ludification. Au lieu de compter avec des bâtonnets qui étaient arrivés en retard, voilà, c'est un petit gâteau. Et le deuxième exemple, tu parlais de la météo. Très souvent, on aime savoir comment ça s'est passé sur le centre d'appel téléphonique, là, comment les gens ont vécu la journée. Donc il y a un truc qui s'appelle le Nico Nico. Les gens, quand ils partent le soir, ils mettent en fait un petit smiley pour dire comment était leur journée. Est-ce que smiley rouge, la tête à l'envers, j'ai passé vraiment une journée de merde, je veux pas revivre cette journée-là. Smiley orange, c'était quand même pas terrible. Puis smiley vert, ouais, ça s'est plutôt bien passé. Et du coup, on va mettre un calendrier. Et donc c'est des pastilles, c'est anonyme. Et en un clin d'œil, en fait, on peut voir, oui, ça fait 2 jours qu'il y a des personnes dans l'équipe qui sont dans le rouge, il va falloir faire quelque chose. D'accord ? On rend visible les choses. Donc ça reste pratico-pratique, ludique, mais ça permet de pas attendre en fait que la cocotte minute elle explose, quoi.
Un manager qui a pendant une semaine pas plein de personnes qui mettent des rouges en partant, va vraiment falloir qu'il se passe quelque chose. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, on peut vraiment introduire des choses partout. On a répondu à des questions, c'est bon ? D'accord, parce que du coup là, nous, on vient plutôt du monde du tertiaire, plutôt du service. Après, moi j'ai fait des formations de gens qui étaient dans des usines hydroélectriques, donc des mecs qui sont sur le terrain, machin. Donc, et je leur ai fait du photolangage Dixit, et ça a marché. Bon, voilà. Donc ça, après, dans le monde industriel, t'as des choses quand même qui se passent. Enfin, après, c'est vrai que peut-être que nous, on est plus teinté tertiaire justement, mais dans le monde industriel, directrice de crèche, Rennes Métropole, tu vois, c'est bon, c'est pas la production, mais c'est quand même des gens hyper opérationnels aussi. C'est pas des gens dans des strates trucs. Et franchement, ça a hyper marché. J'ai eu des retours de gens qui avaient utilisé, enfin, les nanas avaient utilisé ça avec les parents, tu vois, pour faire des jeux, pour leur demander leur avis, pour faire des choses comme ça. Ouais, il y a tous les jeux en fait pour prendre du débrief. Et ça, en industrie, ça marche bien. C'est des moments temps d'arrêt et on prend le temps d'observer la période de production qu'on vient d'avoir là et on se prend une demi-heure pour se dire qu'est-ce qui fonctionne bien. De quoi on est fier, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, et on peut utiliser effectivement le photolangage, on peut utiliser juste des post-it pour commencer, et on peut utiliser de la projection. Il y a un jeu dont tu parlais tout à l'heure, je crois Kervin, qui s'appelle le Speedboat par exemple, qui est un jeu qui est souvent utilisé pour faire du bilan. C'est une projection où en fait il y a une île donc on est sur de la projection d'images et on est sur une île qui représente notre objectif. L'équipe machin qui produit tel truc sur cette chaîne de production là, leur objectif c'était de faire tel élément de performance et avec tel état d'esprit. Le bateau matérialise notre équipage, qui on était dans cette équipe pour aller vers cette île qui est notre ambition, et en fait on observe sur la période qui vient de s'écouler quels ont été les moteurs, donc le vent dans nos voiles qui nous a permis d'avancer vers l'île, et quelles ont été les ancres qui nous ont ralenti dans notre progression vers l'île et donc vers notre objectif. Et on réfléchit tous ensemble à ça, pour pouvoir se dire qu'est-ce qu'on refera ou qu'est-ce qu'on ne refera pas, ou qu'est-ce qu'on fera différemment dans la prochaine période de travail qui démarre. Ça, c'est des petits temps courts, projectifs, et qui sont déjà en approche ludifiée par rapport à un tour de table. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ou juste rien, on ne se pose pas de questions et on avance en pédalant dans la semoule, quoi. Dans les domaines de production, il y a un truc qui peut fonctionner. C'est un truc qui s'appelle tourne la table, où en fait, alors c'est plutôt un peu des groupes qu'on le fait, 5-6 personnes, donc c'est plutôt des îlots de production, donc ça marche plutôt bien. Et on va avoir 1 ou 2 fiches rouges et 1 ou 2 fiches vertes. Sur les fiches rouges, on va mettre, c'est quoi mon problème récurrent? Vraiment, par exemple. Moi, j'arrive toujours en bout de chaîne et du coup, je suis toujours obligé d'aller chercher les pièces là-bas, etc. Donc, c'est quoi mon problème récurrent? Et puis, mes petits succès ou mes petites victoires. Je suis content en fait parce que j'arrive à tenir mes temps ou, par exemple, mon poste de travail il est toujours propre, etc. Donc, voilà, ces petites victoires sont petits succès. Le biais de ce jeu, c'est qu'en fait, une fois que vous avez réfléchi à, en gros, qu'est-ce qui marche pas et qu'est-ce qui marche bien là sur votre poste de travail, vous allez donner les fiches rouges à droite, les fiches vertes à gauche, et vous allez récupérer des fiches vertes et des fiches rouges de vos voisins. D'accord ? Sur les fiches rouges, on va vous demander de réfléchir à une solution que vous proposez à la personne. En gros, c'est si j'étais toi sur ce problème-là, je ferais ça. Et sur les fiches vertes, c'est ce qu'on appelle le +1, c'est ok, t'es content de ça, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit encore mieux? Qu'est-ce que je te conseillerais de faire pour améliorer encore ton truc? Et donc, vos fiches vont voyager dans le groupe. Et à la fin, vous repartez, si vous avez un groupe de 5 personnes, vous repartez avec 4 solutions et vous repartez avec 4 améliorations possibles. Ça, c'est très simple à faire. Et c'est vraiment, on se pose en 1 heure et vraiment, on a des choses concrètes qui ressortent. Et des fois, il y a des choses qu'on rend visibles, des succès. En fait, on n'y fait même plus gaffe. Et c'est important, par exemple, que le poste de travail soit toujours bien rangé. Quelqu'un pourrait dire, moi, mon problème, c'est la caisse à outils, elle est toujours en bordel. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle soit plus en bordel? Est-ce qu'il faut mettre un panneau? Est-ce qu'il faut qu'on mette un magasinier? Enfin, voilà. Voilà un exemple tout bête qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, suggestions, remarques?
Bonjour. Alors là, on a parlé des côtés très production, etc. Alors là, je vais être beaucoup plus à l'inverse, dans le côté très intellectuel et très pénible. Notamment tous les gens qui passent leur nuit dans les bibliothèques des universités. Alors moi j'aime bien quand on a des... je suis un vieux con, hein. J'aime bien avoir des définitions, des trucs, par exemple l'agilité en entreprise, tout ça je ne sais pas ce que c'est. Du coup, enfin, de temps en temps j'étais un petit peu perdu dans un jargon que je connais pas, sans non plus avoir vraiment des expériences de sociologie ou des choses qui ont peut-être été écrites dans ce domaine-là. Et j'avoue que avoir un petit côté théorique avant et après une application pratique avec des ateliers comme on a pu voir, etc. Je trouve que c'est plus limpide, ça permet d'avoir aussi le recul de la recherche, tout ça, enfin tout simplement ce genre de choses. Voilà, donc je voulais savoir s'il y avait des sociologues qui ont travaillé sur le travail en entreprise, ce genre de choses, si vous avez des connaissances là-dessus, je trouve ça assez intéressant. Alors sur le jeu en particulier ? Le jeu au travail, justement le thème de la conférence. Ouais. Alors, tu vas avoir des choses sur le jeu au travail, beaucoup sur les jeux sérieux pour la formation. Je pense que c'est peut-être le sujet théorique qui a été le plus creusé sur ce domaine-là. Après, nous, on vous parle de choses, on vous parle beaucoup de collaboratif aussi et de facilitation, de travail en fait collaboratif qui s'appuie, une des composantes étant le jeu. Voilà. Donc là-dessus, il y a un peu de théorie, mais honnêtement, enfin moi je partage ça de façon très transparente, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Le côté vraiment, comment est-ce qu'on fait travailler un groupe et comment est-ce qu'on tire le meilleur d'un groupe, il n'y a pas énormément de choses. En sociologie notamment, il y a pas mal de choses sur la théorie des groupes, mais c'est beaucoup axé sur les grands groupes, sur les foules, sur les choses comme ça, comment est-ce qu'on fonctionne, tu vois. Par exemple, le conformisme dont je parlais, c'est pas à la base, c'est pas un truc qui est lié au monde du travail en fait. Donc vraiment sur le monde du travail, comment est-ce qu'on travaille en groupe au mieux, il n'y a pas énormément de choses. Il y a une chercheuse à Paris, moi je trouve que c'est peut-être ce qu'il y a de plus abouti et qu'on s'appelle et puis de plus accessible, qui s'appelle Dominique Oberlé, qui a écrit pas mal de choses sur. Alors, il n'y a pas que le levier du jeu, quoi. Voilà, hein, c'est plus large, c'est vraiment plus sur le travail collaboratif. Mais moi, il y en a une, je trouve qui avait fait un beau travail là sur comment est-ce qu'un groupe fonctionne au mieux dans une entreprise, quels sont les leviers et les pièges à éviter quand on travaille en groupe. Il y a Dominique Oberlé. Et à Rennes, il y a une chercheuse aussi qui s'appelle Estelle Mikinov. Parce qu'après, sinon, le reste, c'est beaucoup de consultants qui ont un avis sur le sujet, mais c'est pas vraiment des chercheurs quand même. D'accord, très bien. J'avais entendu aussi parler beaucoup de jeux de rôle en entreprise, tout ça, qui sont déjà des amorces d'idées d'implication du jeu. Notamment, je sais que ça se développe beaucoup, et même en recherche, cette idée un peu parfois d'inverser les rôles, de voir d'autres rôles différents. Après aussi, par exemple, qu'est-ce que vous définissez comme jeu, tout ça. C'est des petites questions simples, hein, mais... Alors c'est vrai, jusqu'où est-ce qu'on va dans le jeu, parce que vu qu'on part d'un univers qui est quand même assez austère, dès qu'on colle un post-it, on a déjà l'impression de jouer un peu. Alors qu'en vrai, il n'y a pas beaucoup de leviers ludiques dans un post-it quand même, on va pas se mentir. Hein. Donc si on parle vraiment de jeu, c'est beaucoup de choses comme ce que vous avez vécu, de petits exercices vraiment ludiques qui permettent de faire passer des messages, qui vont démarrer une session. Donc c'est des petites séquences un peu comme ça. Et après du jeu, enfin moi je parle pour moi là, hein, après je vous laisserai réagir là-dessus, du jeu pour produire un résultat, mais vraiment avec un vrai levier ludique, c'est pas si évident que ça quand même. On est sur des choses qui sont plus rigolotes que le truc classique, mais c'est pas non plus fou. Et après, sur les jeux de rôle en entreprise et tout, faut faire un peu attention aussi. Il faut pas jouer aux apprentis sorciers non plus, parce que tu peux aller loin sur des choses très personnelles et tout. En tout cas, moi, je sais que c'est pas des choses que je conseille à faire au commun des mortels. Autant je vous dis, utiliser du Dixit pour démarrer une réunion. Allez-y, vous pouvez le tenter, ça va forcément marcher. Autant commencer à aller sur du jeu de rôle et tout, là c'est un peu plus touchy. Il faut quand même, je pense, une bonne expérience pour amener les gens dans des choses comme ça. Juste pour compléter, sur ce qu'on appelle jeu, pour moi c'est dès lors qu'on utilise la mise en action et où on est au-delà du raisonné. C'est-à-dire où on est vraiment dans exprimer notre côté vivant. Et du coup, sortir du côté passif qu'on peut avoir sur une animation ou une activité et se rendre actif. D'où le fait, l'exemple dont je parlais sur acquérir un doc de qualité. Tu as deux versions, soit tu l'intègres et tu le lis et tu te débrouilles avec ça et tu es très passif, soit on rend actif sur l'apprentissage. Et effectivement,
dès qu'on met déjà ça en action, on appelle un peu ça du jeu en entreprise. Ouais. Et la limite, elle est sur très vite on va toucher l'émotionnel, très vite on va toucher du coup tout l'univers du développement personnel et de la nécessité de se connaître face à ses émotions. Et là en entreprise, c'est extrêmement sensible. En fait, tout a déjà été dit. C'était pour répondre à la question si le jeu de rôle pouvait être intégré, effectivement, faisait partie des possibilités pour développer, manager en entreprise. C'est que c'est extrêmement sensible, ça donne aussi mal utilisé, c'est un outil de manipulation très fort. Voilà. Donc de manière consciente ou inconsciente, hein, bien sûr. Pas penser tout de suite à mal, mais c'est un très vieil outil. En fait, le jeu de rôle, c'est un outil qui a été inventé bien avant que Gary Gygax en fasse le fameux jeu de rôle qu'on connaît tous, je pense, Donjons et Dragons. Ça a été des études des années 60, 50, 60, effectivement, sur comment redonner confiance, comment permettre à certaines personnes en difficulté de se débrouiller en société en les mettant en situation de la vie de tous les jours, en fait, tout simplement. Donc des études ont déjà été faites sur le jeu pour être utilisé par des sociologues. Voilà, bon, donc vous aviez déjà répondu. D'autres questions? Non? Une dernière? Justement, tu parlais de le domaine de l'agilité. Moi non plus, je ne connais pas. Comment on peut approfondir ce sujet? Est-ce que vous voulez qu'on raconte l'histoire de l'agilité? Non. Vous avez 4 heures. L'agilité, ça vient de l'informatique à la base. L'idée globale de l'agilité, c'est on va faire les choses par petits bouts, pas à pas, en s'adaptant. C'est un peu tout le parallèle qu'il y a entre une carte d'état-major et un GPS. Donc le but du jeu, c'est passer de mode projet, c'est-à-dire que on va déployer un truc sur 3 ans, machin, avec des jalons, on sait exactement ce qu'il faut faire. Ça marche quand on fait un pont. Un pont, ça fait des milliers d'années qu'on en fait, ça marche. Par contre, faire le bon produit, ça c'est très compliqué à faire. Alors, quand Apple est arrivé sur le marché des lecteurs MP3, ils n'étaient pas les premiers. Pourtant, quand ils ont sorti l'iPod, ils ont cassé la baraque. Pourquoi? Parce qu'ils ont sorti le bon produit. Donc l'agilité, c'est aller vers le meilleur résultat possible et donc prendre régulièrement l'avis du marché, l'avis des consommateurs. Donc on va livrer des petits morceaux, des petits incréments. Au lieu d'essayer de tout faire d'un seul coup, on va livrer par petits morceaux et on va apprendre au fur et à mesure. Donc typiquement, si on fait un site internet, on n'essaye pas de tout vous livrer, on va vous livrer les fonctionnalités minimum. Et puis au fur et à mesure des fréquentations du site, des habitudes des gens, et bien du coup, on va aller voir quelle est la prochaine étape. Qu'est-ce qui a de la valeur pour les gens? On ne fait plus des plans quinquennaux, on va régulièrement prendre l'avis du marché. Pourquoi l'agilité? Parce qu'en fait, on est dans un contexte qui est très changeant. Et du coup, ce qui est vrai aujourd'hui, peut-être peut changer demain. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près 1 an, il s'est passé un truc en juillet. Vous vous souvenez pas? 80 km/h. Vous avez vu comment c'est arrivé? Un peu en mode Blitzkrieg, c'est arrivé, waouh, du jour au lendemain. Je ne sais pas comment ils ont fait. Sans faire de théorie du complot, imaginez, je suis fabricant de GPS qui sont embarqués dans les voitures, etc. Il faut que je prévoie des mises à jour, etc. Si je fais un GPS qui est sur téléphone portable, pour pas citer de marque, ça s'est fait comme ça. Donc voilà, c'est ça l'agilité, c'est être capable de s'adapter à un contexte changeant. La définition en généralisant et en sortant de l'informatique, parce que l'agilité va bien au-delà de ça aujourd'hui, retour au bon sens, donc se poser les bonnes questions au bon moment, et intelligence situationnelle. Tenir compte de tout ce qu'on connaît du contexte, qui n'est que ce qu'on connaît et qui a une portée de vérité qui est juste maintenant, pour pouvoir essayer de prendre la meilleure décision possible en tenant compte de ce contexte-là, et en cherchant la valeur. Une des premières questions qu'on amène quand on a des équipes qui nous disent « moi j'aimerais bien mettre en place de l'agilité », parce que tout le monde en parle et que c'est à la mode, c'est quelle est la valeur que vous voulez en retirer en fait. Et du coup, dans tout ce que vous faites dans le quotidien, avant de démarrer quelque chose, à quoi ça va servir et à qui? Et donc pourquoi vous le faites?
Se poser cette question-là, c'est déjà commencer à adopter une posture plus agile. Ouais, mais c'est un vaste sujet, l'agilité. Et pour aller plus loin, du coup, je me suis permis de mettre ton slide, Kervin, sur quelques sources, bouquins, tout ça qui peuvent être intéressants sur le sujet. Si ça vous a parlé, ça peut être un bon point d'entrée pour parler de ces méthodes-là et de l'agilité notamment, puisqu'il y en a certains qui parlent de ça. On vous propose un petit exercice encore, une petite expérience collaborative pour terminer. Ça va prendre quelques minutes, c'est pas très long. On va vous donner des petits cartons, donc une petite fiche à chacun. Vous avez des stylos ou pas? Hop. Je vous laisse faire passer ça. Le principe, c'est, si vous êtes d'accord pour jouer, c'est sur cette fiche de pouvoir écrire quelques mots. Merci. Qui n'a pas de stylo? Ouais. De pouvoir écrire sur cette fiche une phrase qui résume le moment que vous venez de passer là, ce que vous retenez de ce moment-là. Si vous deviez le raconter à quelqu'un, qu'est-ce que vous auriez envie de raconter? Donc juste en une phrase, sur votre carton, sur votre petite fiche, vous allez écrire une phrase qui illustre, qui résume ce que vous venez de vivre là dans cette conférence, ce que vous auriez envie de raconter à quelqu'un. Vous en sortez, vous avez peut-être croisé quelqu'un qui va vous dire « Alors, c'était comment? Qu'est-ce que tu as vu ?» Voilà. Donc tout ce qui... C'est OK, c'est tout ce que vous avez envie de raconter du moment que vous venez de vivre. Donc ça, c'est au verso de la fiche, et au dos, il faudra dessiner 6 cercles assez gros pour pouvoir écrire des chiffres dedans. Vous pouvez commencer par les cercles, des fois c'est plus facile. Surtout à cette heure-là. Donc ça doit aller assez vite, hein, c'est dans l'intuition. Ok, quand c'est bon, je vous propose de vous lever, juste pour qu'on voit pour qui c'est bon et pour qui c'est pas encore bon. Maintenant, vous pouvez faire comme Kervin, vous pouvez faire circuler vos idées, donc vous donnez vos fiches à quelqu'un d'autre, vous pouvez bouger, vous déplacer, faire circuler les idées. On va faire circuler toutes nos idées entre nous. Alors on fait circuler, on bouge, on distribue, on y va. On y va, on y va. Non, on les lit pas, on les lit pas. On va avoir un temps pour les lire. Pour l'instant, on les fait circuler. On va les faire circuler tant qu'il y en a qui écrivent encore. Pour récupérer tout le monde. Allez. Et quand c'est OK, là maintenant, je vous invite à vous arrêter, à garder l'idée que vous avez en main et à vous mettre face à quelqu'un qui est proche de vous. Et le principe, c'est que là, vous allez pouvoir découvrir les 2 idées qui sont sur vos fiches et vous allez avoir 7 points à répartir entre vos 2 fiches en vous disant quelle est l'idée qui, pour moi, représente le mieux le moment qu'on vient de vivre parmi ces 2 idées. Donc plus il y a de points, plus ça nous semble pertinent. Donc ça va être 7 ou 0, 6 et 1, 4 et 3, 5 et 2. Il y a 7 en tout à répartir par binôme. Oui. Donc vous avez 7 points à répartir entre vos 2 fiches, selon la pertinence, selon vous, de la phrase. Et donc vous écrivez le nombre de points que vous attribuez à votre fiche dans le premier cercle au dos. Est-ce que c'est OK? Toutes les fiches ont un score? Alors vous pouvez remélanger les idées. On rebrasse, on rebrasse. C'est parti, on fait circuler. N'hésitez pas à vous déplacer. Et de la même manière, vous vous arrêtez face à quelqu'un et vous évaluez à nouveau les 2 idées que vous avez entre les mains. Et vous répartissez à nouveau 7 points. Et quand c'est bon, vous pouvez rebrasser les idées. C'est parti, on recommence. Faites circuler. Allez, faites circuler vos idées, déplacez-vous, ce sera encore plus intéressant. Allez, notation à nouveau.
entre deux fiches, vous arrêtez si ce n'était pas déjà fait et vous notez vos deux fiches. On répartit 7 points. C'est bon? Alors on rebrasse. Une fois que vous avez réattribué vos 7 points, on peut refaire un brassage. Alors si vous avez déjà eu la carte, c'est pas un problème, hein. Allez, on rebrasse et on s'arrête. On s'arrête face à quelqu'un et on va redistribuer 7 points. On rebrasse et on peut s'arrêter à nouveau et refaire une évaluation. C'est parti. Arrêtez-vous face à quelqu'un et on redonne 7 points. Alors logiquement, il doit vous rester 2 cercles. Est-ce qu'il vous reste bien encore un cercle vide sur vos cartes? C'est OK pour vous. Alors les personnes, je vous récupère 2 secondes. Les personnes qui ont encore un cercle vide, vous le gardez vide, vous vous arrêtez là sur le brassage. Vous devez avoir un cercle vide à la fin. Vous gardez votre fiche et continuez à brasser ceux qui ont encore plus d'un cercle vide. On doit toujours avoir un cercle vide. Alors, est-ce que quelqu'un a encore 2 cercles vides sur sa carte? Ouais. D'autres personnes ont 2 cercles vides? S'il ne vous reste qu'un cercle vide, vous allez totaliser les points des autres cercles et le mettre dans le dernier cercle. Donc faites la somme des points obtenus par la carte et vous indiquez cette somme dans le dernier cercle. Et logiquement, le maximum qu'une carte peut avoir, c'est 35 points puisqu'il y a eu 5 brassages et qu'elle peut avoir eu 7 points à chaque fois. Donc ça s'appelle le jeu des 35. Est-ce que vous avez fait les comptes? Est-ce qu'une carte a 35 points? Est-ce qu'une carte a 34? 33 points? 32? 31? 30? 29? 28? 27? 26? 25, 24, oh, vous étiez dans le consensus, 23, 23. Alors vous allez nous lire les 23. Conférence intéressante, donnant des pistes de mise en place. Excusez-moi, j'ai un petit problème de lecture, ce mot-là. Je l'avais lu tout à l'heure. D'activité ludique, mais malheureusement pas ou peu adaptée à tous les publics, comme la méthode agile qu'on parlait tout à l'heure. Intéressant. Je visualise un peu ce type de... C'est le tien? Ok, vas-y, tiens. Je préfère que tu lises parce que sinon je vais éclater ce que tu as écrit. Je visualise peu ce type de laboratoire dans une usine de production de chips dont les employés n'ont d'envie que de quitter leur lieu de travail. Ouais, ok. Ça peut être une solution. Ok, en tout cas, vous avez jugé collectivement que c'était une idée qui représentait le mieux le moment. Est-ce qu'il y a d'autres à 23? C'était ludo-pédagogique, merci. Voilà. D'autres à 23? C'est moi qui lis. C'était à la fois inattendu et attendu. Ok, joli. Ah, plus, t'as plus? Ah bah, il y avait une 25, super. Ah bah oui. J'ai trouvé que c'était assez pertinent mon texte. Alors j'ai du mal à envisager une application pratique dans un environnement professionnel motivé par l'intérêt économique prioritairement. Donc c'est ouais, un angle de vue, ouais. Ok, merci. Alors il y avait d'autres 25, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 22. Ok, on s'arrêtera au 22. 22. J'ai joué avec des inconnus, nous nous sommes livrés, j'ai pu confirmer des pratiques, je veux oser. Quel est l'auteur? C'est une chanson. Un autre 22? Et là, moi je lis coopérer, vive le combat de pouces.
Merci. Alors l'idée avec cette technique-là, c'est pas de parcourir toutes les idées, c'est d'en prendre une sélection, celles que vous avez jugées collectivement comme étant les plus représentatives du moment que vous avez vécu, qui ne sont pas les idées que chacun n'a pas noté sa propre idée, et ça nous permet d'être beaucoup plus à même de faire de la comparaison et du coup de prendre une décision ensemble sur de la priorisation de messages. Donc merci d'avoir joué le jeu, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour faire de la priorisation, pour de la synthèse. Merci pour le moment, merci pour les expériences et puis bon flip.